visite officielle du président de la transition en Russie. Le général d'armée Assimi Goïta a eu ce lundi un tête-à-tête avec son homologue Vladimir Poutine, un entretien élargi aux différentes délégations. Les échanges ont abouti à la signature de 3 accords dans les domaines économiques et énergétiques. Le Mali et la Russie franchissent ainsi un palier supplémentaire dans leur coopération. Ils sont plus de 100 000 candidats au baccalauréat session de juin 2025 répartis entre 533 centres. Les épreuves vont démarrer ce matin sur l'ensemble du territoire national et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga qui a donné le coup d'envoi au centre d'examen du lycée Askia Mohamed. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur la transparence. Saisie de plus de 900 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits à Banakoroni, l'opération a été menée par la direction des douanes à travers son département de renseignement et de lutte contre la fraude. Le film de cet épisode avec Nyanya Aliou Traoré. La grossesse extra-utérine, on en reparlera dans Focus Santé. C'est une grossesse non anormale où l'œuf fécondé s'implante hors de la cavité utérine et n'a aucune possibilité de poursuivre son développement. Quels sont les moyens de prévention? La réponse avec Koumba Sissi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. C'est un tournant décisif de la visite du président de la transition à Moscou en Russie. Le général d'armée Assimi Goïta s'est entretenu cet après-midi avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, dans la salle verte du Kremlin, parée aux couleurs du Mali. Un entretien élargi aux 2 délégations russes et maliennes. Le président russe a tout d'abord rappelé la portée des relations entre le Mali et la Russie qui se solidifient avec des secteurs de développement comme les mines, l'économie et l'énergie. Pour le président de la transition, c'est un nouveau souffle qui est donné à la coopération Mali-Russie. Le point avec nos envoyés spéciaux Sira Bachili et Adama Kamara. L'empreinte de solennité russe au Mali, c'est l'expression d'une marque de considération de 2 nations qui se reconnaissent dans une coopération de vision commune avec une gouvernance axée sur des principes de souveraineté. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient à la rencontre du président Vladimir Poutine comme souhaité par le Kremlin pour un échange direct avec le désormais partenaire stratégique du Mali. L'atmosphère est détendue dans la salle verte du Kremlin, parée aux couleurs du Mali avec un accueil à la dimension des liens de coopération bilatérale. L'instant est historique. Vladimir Poutine et Assimi Goïta, main dans la main, c'est l'image d'une puissance mondiale et celle d'une Afrique qui se réveille, prenant la direction de sa pleine souveraineté dans ses prises de décision et ses choix de partenariat. La bienvenue souhaitée, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, rappelle la coopération historique de plus de 60 ans qui lie le Mali à la Russie. Elle est juste revue et adaptée au contexte actuel. Cette visite officielle du président Goïta est qualifiée de grande portée au Kremlin. Nos 2 pays, pendant beaucoup d'années, ont des relations très bonnes, les relations de l'amitié. Nous avons établi les relations diplomatiques il y a 65 ans. Et pendant toutes ces années, nous avons continué la coopération. La Russie a préparé plus de 10 000 de spécialistes pour votre pays. Et je dois dire que ce travail humanitaire continue même aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, le monde est en échange permanent. Nous continuons les relations dans tous les domaines. Malheureusement, le chiffre d'affaires maintenant est assez modéré, mais il a une bonne tendance vers la croissance. Et en plus, il y a de bonnes directions pour la coopération comme l'exploration minière, l'exploitation des ressources naturelles, l'énergie, la logistique et bien sûr le domaine humanitaire que j'ai déjà mentionné. Nous avons de bonnes relations entre les gouvernements. Nous avons les groupes de travail et la délégation avec M. Novak en tête a visité votre pays, vous l'avez accueilli. Nous construisons les relations entre les parlements, entre le ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous signons quelques documents, 3 documents.
qui vont renforcer la base normative de nos relations. Distingué Monsieur le Président, nous sommes très ravis de vous voir et je suis sûre que l'entretien d'aujourd'hui, les négociations d'aujourd'hui seront utiles pour le développement de nos relations. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dit être sur les traces du président Modibo Keïta et juge cette coopération fructueuse pour le Mali. L'accent est désormais mis sur 3 secteurs clés. Je suis très heureux de vous revoir encore. Et tout d'abord, je tiens à saluer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux États. Donc, vous venez d'évoquer cette coopération bilatérale remonte depuis fort longtemps, depuis le temps du président Khrouchtchev et du président Modibo Keïta. Le domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et de sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Et je suis convaincu que cette visite officielle sera l'occasion davantage de renforcer nos liens de coopération. Après les échanges de points de vue des 2 chefs d'État, les délégations maliennes et russes ont passé en revue les secteurs à redéfinir avec de nouveaux axes de coopération sur le développement de l'énergie nucléaire ou encore la coopération commerciale, économique et scientifique. Une mise au point faite devant les 2 chefs d'État. Et pour concrétiser tout cela, une commission intergouvernementale sera créée. Oui, déjà, les retombées de cet entretien sont là. 3 nouveaux accords ont été signés entre le Mali et la Fédération de Russie après une séance de travail approfondie des 2 délégations. Les 2 pays s'engagent sur des chantiers économiques et énergétiques. Ils ont convenu d'un accord sur le fondement des relations entre les 2 gouvernements. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Sera Batili et Adama Kamara. Un élément que nous allons retrouver au cours de ce journal-là. Avant, un peu plus tôt ce matin, le général d'armée Assimi Goïta a procédé au dépôt de gerbes de fleurs et de couronnes sur la tombe du soldat inconnu. Les mémorials situés sous les murs du Kremlin est le symbole de la victoire russe lors de grandes guerres. La cérémonie s'est déroulée au rythme des notes nationales. Voyons les moments de recueillement chargés d'émotions avec nos envoyés spéciaux Garibou Pérou, Sidiki Balo et Adama Kamara. En terre russe, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, accomplit un acte hautement symbolique. Sous un ciel chargé de nuages, il se dirige vers la tombe du soldat inconnu, accompagné par les notes nationales de la Fédération de Russie. En tenue civile, le général Goïta s'approche du mémorial somptueusement revêtu de marbre. L'atmosphère empreinte des résonances des conflits passés est marquée par un silence qui entoure le président Goïta. Les fleurs et les couronnes déposées en sa présence constituent non seulement un hommage aux soldats inconnus, mais également une reconnaissance du sacrifice consenti au nom de la paix et de la dignité. Un vent froid s'élève doucement tel un murmure dédié aux soldats inconnus. Cette cérémonie de recueillement témoigne non seulement de l'attention portée aux figures historiques, mais invite également à une profonde réflexion sur les responsabilités qui se présentent en temps de crise. Le président Goïta semble redécouvrir une source d'inspiration pour guider son peuple, à l'instar des soldats inconnus, vers des jours plus lumineux. Le dépôt de cette gerbe de fleurs chargée d'histoire et d'émotion souligne l'urgence de bâtir un avenir pacifique. Laisser une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, c'est une
une redéfinition du concept de responsabilité et une reconnaissance des valeurs historiques qui lient la Russie et le Mali. Le geste d'hommage du président Goïta demeurera sans doute gravé dans les mémoires de deux nations. En marge de la visite, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a une séance de travail avec son homologue russe. La rencontre marque ainsi une étape cruciale dans la coopération bilatérale. La priorité du partenariat est d'obtenir des résultats concrets dans l'amélioration de la sécurité et de la souveraineté, nous annoncent nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou, Sidiki Balo et Adama Kamara. Dans une salle aux couleurs de nos deux nations, les ministres de la Défense du Mali et de la Russie se retrouvent face à face. Le général Sadio Kamara engage un dialogue avec son homologue russe dans un climat chargé de détermination et de rigueur. Les échanges sont articulés naturellement autour des questions de sécurité et de coopération militaire auxquelles il faut donner des réponses. J'ai examiné la question de défense avec mon homologue russe. Notamment, nous avons parlé de la formation, de l'entraînement et surtout du transfert de technologies. Car son Excellence le général d'armée Assimi Goïta nous a instruit de toujours prendre en compte le transfert de technologies dans nos négociations. Et l'acquisition de matériel aussi a été abordée. Au cours de cette rencontre, le ministre russe de la Défense a souligné les efforts déployés par le Mali en insistant sur la volonté de son pays à fortifier les relations militaires. Selon ses propos, la priorité du partenariat est d'obtenir des résultats concrets. Le général Kamara a su établir les fondations d'une collaboration promoteuse alignée sur les aspirations maliennes. Le Mali et la Russie sont ensemble depuis les premières heures de l'indépendance du Mali. Donc aujourd'hui, je peux rassurer les Maliens que ça se passe très bien. L'avenir est prometteur, mais je laisse le soin aux Maliens de découvrir dans les jours, voire les semaines à venir et de faire le constat sur le terrain. En définitive, le dialogue entre les ministres de la Défense illustre non seulement l'engagement de la Russie envers le Mali, mais également la détermination du gouvernement malien à affirmer sa souveraineté dans les domaines de la sécurité et de la défense en tissant des partenariats stratégiques. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a été reçu ce matin par le vice-ministre russe des Affaires étrangères. La rencontre élargie au ministre en charge de la réconciliation nationale, le général des corps d'armée Ismaël Ouagé, a porté sur les différents aspects des coopérations entre le Mali et la Russie. Lors de la rencontre, les efforts de la transition pour maintenir un climat de paix dans la région ont été aussi évoqués. Nous vous proposons d'écouter Mikhail Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il est au micro de Garibou Pérou. Cette rencontre se tient dans le cadre du visite officielle du général Goïta en Fédération de Russie. Et nous avons atteint un niveau supérieur dans notre coopération et je pense que la rencontre au Kremlin va donner une nouvelle impulsion au renforcement de tous les volets de notre coopération qui est fondée sur l'égalité et sur le respect mutuel. Aujourd'hui, on va signer le document très important sur les fondements de nos relations qui sont traditionnellement amicales. Et notre rencontre d'aujourd'hui se portait sur la coordination de nos efforts dans le domaine de la politique étrangère. Nous avons déjà le cadre permanent solide des consultations au niveau de nos ministères et il a été convenu avec Monsieur le ministre de consolider et d'activiser nos efforts en la matière. Nous avons déjà parlé de nos positions en matière de la politique étrangère, de la coordination de nos approches et c'est très pertinent et important pour notre compréhension sur tout ce qui se passe dans les régions sahélo-sahéliennes. Et comme vous savez, nous avons déjà les contacts dans le format, pour ainsi dire, collectif avec la Confédération de l'AES. Je suis vraiment reconnaissant au monsieur le ministre de la Réconciliation pour son analyse de la situation sociale et politique dans les républiques du Mali. Et lors de cette
cette rencontre, j'ai confirmé notre approche qui reste intacte depuis plusieurs années. Nous préconisons la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité de la République du Mali. Alors, vous savez, nos relations développées déjà et développent déjà de façon énergique et dynamique. Il nous manquait justement l'encadrement formel de ces relations et c'est pourquoi ce document va poser les bases solides pour la continuation de nos efforts collectifs pour la faveur de nos peuples, pour la faveur au nom du développement social et économique, au nom de la lutte contre le terrorisme international, au nom de la stabilité, la sécurité et le développement de nos relations multifacettes dans les domaines tels que le commerce, l'économie, le domaine humanitaire, la formation de cadres, alors tout le volet, tout l'ensemble de notre coopération. L'actualité ici au Mali, c'est le démarrage des épreuves du baccalauréat session de juin 2025. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a donné ce matin le coup d'envoi au centre d'examen du lycée Askia Mohamed. Ils sont plus de 199 000 candidats sur l'ensemble du territoire national, dont plus de 95 000 filles. Ces candidats sont répartis entre 533 centres. Le point avec Mamari Kone et Aléo Touré. Lycée Askia Mohamed de Bamako en ce lundi 23 juin 2025, jour de démarrage du baccalauréat malien. C'est sous une fine pluie que les candidats font leur arrivée au centre d'examen. Contrôle à l'entrée et appel des candidats dans les 29 salles d'examen. Le centre est réservé à la filière terminale langue et littérature. Ici composent 855 candidats, dont 338 filles et 517 garçons. On dénombre 49 candidats libres. À quelques minutes du démarrage des épreuves, le Premier ministre est accueilli par les autorités de Bamako, quelques membres du gouvernement, l'administration scolaire et les parents d'élèves. C'est le portail d'entrée pour l'enseignement supérieur. Vous êtes ici ce matin pour prendre possession des clés de cette porte, pour faire votre entrée donc dans l'enseignement supérieur, être prêt pour les sujets qui vont vous être distribués tout à l'heure. Il n'y a pas de secret là-dedans. Ce sont vos programmes qui ont été exécutés. Ce sont sur ces programmes-là qu'on va vous poser les questions. Je voudrais au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au nom de tout le gouvernement et à mon nom propre, vous souhaiter une bonne chance. Restez concentrés et que nous attachons beaucoup d'importance à la transparence et à la lutte contre la fraude. Mais je suis convaincu que vous serez les premiers acteurs, bien entendu, de cet objectif. Restez concentrés, ne comptez que sur vos capacités. Mais le plus important, je pense que les consignes sont toujours les mêmes. C'est le ministre de l'Éducation nationale. Il faut lire, relire, c'est le sujet. Il faut vous l'approprier. Je suis sûr que s'il plaît à Dieu, en tout cas, ce lycée fera 100%. Nous sommes dans une salle mythique. Dans la salle numéro 3, le Premier ministre ouvre l'enveloppe contenant le sujet de l'épreuve de littérature. Il salue le travail de l'administration scolaire et les acteurs de l'école pour la tenue des examens de fin d'année. L'année scolaire a commencé avec quelques difficultés causées par les inondations. Malgré ces difficultés, le ministre de l'Éducation nationale, ses collaborateurs et l'ensemble des partenaires de l'école ont pu relever le défi de respecter le calendrier scolaire et d'atteindre tous les objectifs pédagogiques. C'est le lieu, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de féliciter le ministre et l'ensemble des partenaires de l'école. Je pense en particulier aux enseignants, je pense aux parents d'élèves, je pense aux partenaires sociaux. Et bien entendu, comme je dis, c'est vraiment le lieu de saluer l'effort du ministre de l'Éducation. Ce n'était pas du tout évident, c'est vraiment un défi et un défi consistant. Mais comme je dis, aujourd'hui nous sommes là et ces objectifs ont été atteints. Le Premier ministre a longuement insisté sur la lutte contre la fraude dans les salles d'examen en ayant une pensée pour nos compatriotes qui composent aussi en Mauritanie dans les camps de réfugiés d'Imbéra. Il est important également d'insister et de rappeler les objectifs de transparence et de lutte contre la fraude
qui tiennent particulièrement à cœur. C'est le chef de l'État. Je pense que le ministre de l'Éducation a suffisamment relayé ce message à tous les acteurs de l'éducation. C'est sur cette base que l'année scolaire s'est déroulée. Aujourd'hui, c'est l'organisation du baccalauréat, donc la tenue du baccalauréat. Je voudrais le remercier et l'encourager à toujours maintenir ce cap jusqu'à la proclamation des résultats et d'observer les mêmes principes de transparence et d'insister et d'observer scrupuleusement le consigne du chef de l'État en matière de lutte contre la fraude. Ces épreuves se déroulent sur l'ensemble du territoire national, également en Mauritanie, particulièrement en Béra, pour nos compatriotes qui sont en situation de réfugiés. Je voudrais, au nom du chef de l'État, remercier les autorités mauritaniennes pour cet esprit de solidarité à l'endroit, bien entendu, du Mali et à l'endroit de nos compatriotes qui sont en situation de réfugiés. Je voudrais encore une fois, au nom du chef de l'État, souhaiter une très bonne chance à nos enfants, donc les candidats. Je suis sûr que les épreuves sont largement à leur portée. Et s'il plaît à Dieu, en tout cas, nous espérons également que les résultats du baccalauréat de cette année seront de très bons résultats. Cette année, 199 449 candidats, dont 95 437 filles et 104 012 garçons, prennent part pendant 4 jours au baccalauréat dans différentes filières. Ils sont répartis entre 533 centres et composent dans 8 322 salles. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux candidats. Et du côté de la rive droite, principalement au centre Ibrahim Ali, c'est la ministre de la Santé et du Développement social accompagnée par 3 autres membres du gouvernement qui a lancé les épreuves du baccalauréat session de juin 2025. Dans ce centre où composent plus de 500 candidats de la série terminale langue littérature, la délégation ministérielle a remonté le moral des élèves avant de les inviter à l'effort personnel. Compte rendu Fademba Keita. C'est sous une pluie occasionnant une fraîcheur idéale à la réflexion que les candidats de l'Académie d'enseignement rive droite inscrits au baccalauréat malien session de juin 2025 affrontent les premières épreuves. Au centre Ibrahim Ali ne composent que des candidats de la série TLL terminale langue littérature. La délégation ministérielle passe auparavant dans quelques salles de classe pour remonter le moral de ceux qui sont à la quête de ce diplôme qui doit leur ouvrir les portes de l'enseignement supérieur. Ensuite, les officiels procèdent à l'ouverture de l'enveloppe de littérature dans la salle 5. Efforts personnels et vigilance sont les conseils prodigués aux inscrits et aux surveillants. Venir souhaiter bonne chance aux candidats, leur dire que le bac c'est une étape décisive de leur vie, de rester concentrés et sereins, que tout va bien se passer. On a demandé aux surveillants d'être attentifs, de regarder et pour que tout puisse bien se faire. On remercie aussi les forces de l'ordre qui sont là pour tout ça, pour la quiétude des candidats et on compte vraiment sur de bons résultats à la fin. Nous avons 17 salles de 30 élèves. Suivant les consignes, parce que le samedi, nous avons fait une réunion préparatoire pendant laquelle nous avons lu les textes qui régissent les examens. Donc tous les surveillants sont suffisamment imprégnés de tout ce qu'il faut pour éviter la fraude. Et il y a eu la fouille à la porte. Aucun sac n'est entré, aucun téléphone n'est entré pour suffisamment minimiser les cas de fraude. La montée des couleurs suivie de l'hymne national avait auparavant invité l'assistance à plus d'actes patriotiques pour la refondation souhaitée du pays. Et si certains candidats au bac sont à leur première expérience, d'autres sont à la recherche du précieux sésame depuis 2 ou 3 ans, voire un peu plus. Ils sont généralement partagés entre stress et sérénité. Le constat a été fait par l'une de nos équipes qui s'est rendue au centre du lycée Ba Aminata Diallo où composent 900 candidats répartis entre 28 salles. Atmosphère de ce centre en ce premier jour de démarrage des épreuves dont ce reportage a signé Tiamoko Konati. Bamako sous un crachin ce lundi matin, jour de démarrage des épreuves du bac, session de juin 2025. Épreuve qui constitue la dernière évaluation de l'année académique pour les élèves terminalistes. Au lycée Ba Aminata Diallo, un centre d'examen abritant 900 candidats de la terminale sciences exactes, il est 7 heures passées de 2 minutes. Déjà, de nombreux candidats partagés entre stress et sérénité ont répondu présents. Alors que certains se précipitent en direction de leur salle d'examen,
D'autres mettent le temps restant à profit pour faire leur dernière révision. Je suis en train de réviser. Quelles sont les notions que vous êtes en train de réviser par exemple? Je suis en train de réviser les notions comme l'équation différentielle, la suite numérique. Il y a certaines de ces formules et de ces théories qu'on doit l'avoir et on doit l'apprendre également. C'est ma première fois, je suis un peu stressée mais j'ai confiance. Ma moyenne annuelle c'est 14. Avec cette moyenne annuelle, j'espère vraiment avoir le bac cette année. Ces candidats sont répartis entre 28 salles à raison de 30 par salle sous la supervision de 56 surveillants accompagnés de 3 suppléants. Avant de regagner leurs salles respectives, ces surveillants reçoivent les instructions régissant la bonne tenue des épreuves. Les consignes, c'est la vigilance, les fouilles, ne pas permettre aux candidats de rentrer avec le téléphone, encore moins les utiliser, ne pas les permettre avec les sacs en salle, ne pas les permettre d'utiliser des machines, puisque nous sommes un centre scientifique, les machines programmables surtout, il faut faire la différence, mais surtout l'assiduité. Et les pièces d'identité aussi, il faut véritablement les vérifier pour qu'il n'y ait pas de substitution de candidats. À 8 heures précises, intervient l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de mathématiques. Pas de difficultés majeures selon le président Koné. Mais habituellement, c'était les enveloppes par salle. Et cette année, on nous a envoyé les sujets en vrac. Nous avons 28 salles et nous avons reçu 5 enveloppes. Et il ne faut pas l'ouvrir avant par respect des textes. Nous avons entendu 8 heures pile ouvrir en présence des enfants devant la salle et d'un représentant de chaque surveillant dans les salles. Même s'il est difficile pour certains candidats de se prononcer pour l'instant sur le sujet, d'autres en revanche les trouvent plus ou moins abordables. La première épreuve porte sur la mathématique et je trouve que le sujet est abordable. Le sujet c'est pas mal, même si ça n'a pas été à notre portée. Mais on peut se débrouiller. Il faut lire le sujet à plusieurs reprises et commencer avec la partie la plus facile. Le temps est ainsi donné pour les épreuves du bac qui s'étendent sur 4 jours. Reste à souhaiter bonne chance aux candidats. Bonne chance à tous les candidats. Sur un tout autre plan, et je vous l'annonçais au sommaire, plus de 900 cartons de faux médicaments saisis par la direction des douanes à travers son département du renseignement et de lutte contre la fraude. La saisie a été faite à Banankoroni, à 28 km de Bamako. Les soldats de l'économie enregistrent ainsi une autre victoire dans la préservation de la santé de la population. Le film de la saisie, c'est dans ce reportage signé Nyanya Aliou Traori. Les services des douanes sont là, dans leur rôle de veille. Les soldats de l'économie ont encore porté un coup dur aux bandits et trafiquants de tout acabit. Les chiffres sont assez éloquents pour mesurer la vigilance des éléments de l'inspecteur général Amadou Konati. Plus de 900 cartons de faux médicaments. Une saisie qui vient allonger la liste des prouesses de référence des douanes maliennes. C'est du médicament? Oui. Cette saisie est importante car il s'agit de préserver la santé de la population. De part et d'autre, vous avez des contrefaçons de diclofénac, des médicaments vitaminés énergisants ou encore de la quinine injectable. Et cette dernière a même une particularité. Elle montre le degré d'organisation des brigands dans le dessein de faire mal. Rubrique, tout ça, c'est un truc, ouais, les moustiques, malaria. On prend ça te tue plutôt. Ouais, ça c'est des produits contre-faits. Ça ne respecte pas normalement la dose. Ça c'est des vitamines aussi, ouais. Il y a tout là-dedans, il y a des vitamines, des injections. Nous avons saisi 965 cartons de produits pharmaceutiques. Et sur ces 965 cartons, nous avons 515 cartons qui étaient dans les compartiments de la citerne. Et les 450 ont été chargés à partir du dépôt. Mais il y a un travail de vérification qui doit continuer. Vous avez vu le nombre de colis. Il va falloir après aller à la vérification carton par carton. C'est dans les encablures de Bamako, précisément à Banankoroni, que l'opération de saisie a eu lieu. Grâce à la témérité des services de renseignement, le poteau rose a été vite démasqué. Vous avez vu que l'ingéniosité des infracteurs qui, à bord d'un véhicule qui est prédestiné à transporter des produits liquides, transportent des produits pharmaceutiques, c'est-à-dire des produits solides. Au-delà de ça, vous avez constaté pratiquement pendant ces derniers temps des saisies extrêmement sensibles qui vont de saisies d'explosifs par les services des douanes, la cocaïne et à des véhicules avec des faux documents.
Mais malgré l'ingéniosité des infracteurs, les services de douane ont montré qu'ils sont là. Ils sont là pour faire un travail. Et ce travail continue à partir du déroulé de notre instruction cadre sur le renseignement, qui est un document très flexible et qui s'adapte à l'ingéniosité des infracteurs et au contexte particulier d'aujourd'hui. C'est ce qui justifie ces résultats qui sont là. Ces produits, une fois que les formalités sont accomplies, nous allons saisir la Commission nationale de destruction. Les produits n'ont pas d'autre destruction que l'incinération. Cette action des douanes est partie intégrante des orientations données par le ministère de tutelle à toutes ces directions. Elle s'articule autour de 3 axes. La première, c'est la collecte des recettes au profit du trésor public. La deuxième, c'est la lutte contre la fraude et les autres formes de criminalité transnationale organisée. Et la troisième, c'est les réformes. Donc la lutte contre la fraude tient le deuxième rôle. Et nous sommes dans cette dynamique avec des saisies comme ça. La participation de la population pour la réussite des missions est fortement demandée par le directeur colonel-major Amadou Sanogo. Selon lui, une population plus réactive et coopérative aidera la douane à être plus prompte et efficace sur le terrain. Je vous le disais, en marge de la visite du président de la transition à Moscou en Russie, 3 nouveaux accords ont été signés entre le Mali et la Fédération de Russie après une séance de travail approfondie des 2 délégations. Les 2 pays s'engagent sur des chantiers économiques et énergétiques. Ils ont convenu d'un accord sur le fondement des relations entre les 2 gouvernements. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Sira Batili et Adama Kamara. Le Mali et la Russie dans une logique de dynamisation des secteurs clés de développement. 3 accords ont été conclus et détaillés dans des documents pour opérationnaliser tous les engagements. Le premier est un accord sur le fondement des relations entre le gouvernement de la République du Mali et celui de la Fédération de Russie. Cet accord vise à consolider les rapports entre les 2 pays et revisiter le socle sur lequel sont fondées les relations entre le Mali et la Fédération de Russie, à la fois sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, autant que sur le plan économique et commercial. Donc cet accord-là est un élément important parce qu'il permet de situer les relations dans une perspective dynamique en essayant d'actualiser les fondements de cette relation. Les fondements, c'est essentiellement quoi? Les relations entre les 2 États sont fondées sur les principes de souveraineté, le respect de la souveraineté des pays, le respect de l'égalité souveraine des États, le respect de l'indépendance des pays, de leur choix autonome en matière de développement et aussi le respect mutuel entre les pays et leur engagement à œuvrer ensemble sur le plan international pour défendre mutuellement leurs intérêts et promouvoir leurs intérêts et contrer aussi toutes les politiques et les narratifs négatifs en ce qui concerne les pays. Les 2 pays ont en vue la création de la commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Il s'agit en clair de faciliter l'accès aux technologies et au marché russe en offrant des opportunités pour le développement économique du Mali. Cet accord trace le cadre dans lequel donc vont s'établir et se développer toutes les relations qui ont déjà commencé depuis 2023 entre le Mali et la Fédération de Russie. Disons que c'est un renforcement de ces relations depuis 2023 parce que comme vous le savez, à court terme, le Mali mène des activités commerciales sur le blé. Nous envisageons donc de développer ces relations commerciales sur les intrants agricoles et sur les produits pétroliers. Donc diverses questions étaient à l'ordre du jour pour pouvoir permettre de régler les difficultés qui sont aujourd'hui là. Maintenant, sur le moyen et le long terme, il s'agit donc d'envisager rapidement la réalisation de tous les projets qui étaient envisagés, notamment dans le domaine des transports, concernant les camions et également concernant le chemin de fer.
Pour le secteur énergétique, la Fédération de Russie et la République du Mali s'engagent dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Cet accord prévoit le développement d'infrastructures pour combler les déficits énergétiques au Mali. La formation des cadres maliens est prévue à ce niveau avec le transfert des technologies. Il s'agit pour les deux pays de développer, de renforcer la coopération dans l'utilisation du domaine de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, mais plus spécifiquement il s'agit pour le Mali de l'assistance de la création et de la mise au point de l'infrastructure de l'énergie atomique du Mali, y compris le système de réglementation étatique de la sécurité, et cela conformément aux recommandations internationales. Mais il s'agit également pour nous de l'apprentissage, de la formation et du perfectionnement des spécialistes de l'industrie nucléaire chez nous. La coopération Mali-Russie a pris un nouveau tournant évolutif, prenant en compte les préoccupations du moment, celles de développement durable. Et après Tombouctou et Gao, le chef d'état-major de l'armée de terre était à Sévaré. Sur place, le général Haruna Samake a rencontré les hommes et leurs commandements pour s'imprégner de leurs conditions de travail et leur a transmis les messages de félicitations et d'encouragement des autorités du pays. Reportage Suleiman Sidibé et Suleiman Tepsougui. Le chef d'état-major de l'armée de terre en visite d'autorité dans la 6e région militaire de Sévaré. Le général des brigades Haruna Samake a voulu à travers cette visite encourager et réconforter le moral de ses hommes. À son arrivée, le général Samake a rencontré le commandement du théâtre des opérations centre, le commandement de la 6e région militaire pour un débriefing. Il a ensuite rencontré ses hommes avant de rendre visite aux blessés de guerre suite à l'attaque de Boulkessi. Le camp de Soufroulaye a également reçu la délégation. Sur place, le chef d'état-major a assisté à une démonstration de la part des nouvelles recrues. Les éléments qui sont en première ligne, il est de notre devoir de venir les voir de temps en temps, voir ce qu'ils font, noter ce qui leur manque, afin de trouver des solutions idoines à leurs problèmes. Je repars rassuré de Sévaré, parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes, des jeunes soldats rompus à la tâche et qui sont prêts à donner leur vie pour que la paix et la stabilité s'installent au Mali. Ici à Sévaré, les messages de félicitations de la haute hiérarchie, à commencer par le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, les deux ministres de la Défense et de la Sécurité, ainsi que le chef d'état-major général des armées, pour les féliciter du travail abattu sur le terrain et qui feront tout et mettront tout à l'œuvre pour que les militaires maliens, les soldats maliens, si je dis bien soldats maliens, il s'agit de toutes les corporations, puissent avoir les moyens nécessaires pour finir le travail. Le message aux hommes, c'est très simple. Avoir le moral, éviter certaines choses, c'est-à-dire les stupéfiants, et écouter les chefs militaires. Cette visite nous réconforte et nous encourage à nous investir davantage dans l'accomplissement de nos missions. Au cours de sa visite, le chef d'état-major de l'armée de terre a eu l'opportunité de nous donner les instructions du haut commandement. Et nous nous apprêtons bien évidemment à exécuter ces instructions. Dernière étape de cette tournée, une visite de courtoisie au gouverneur de la région. Ce matin, au ministère de la Santé et du Développement social, c'était de longues files d'attente. Les agents des directions centrales de la santé ont fait des dons de sang pour renforcer les stocks du Centre national de transfusion sanguine. La première poche a été donnée par le chef du département de la santé et du développement social. On en sait plus avec Awa Adama Koulibaly et Suleiman Diabati. Après les examens préliminaires, la première responsable des questions sanitaires, le colonel Assab Diallo, tend le bras pour y extraire 450 ml de sang.
Cette action est la réponse à une promesse faite au Centre national de transfusion sanguine le 16 juin dernier. Lors du lancement de la journée mondiale de don de sang, on a promis au directeur du CNTS que le personnel socio-sanitaire, en l'occurrence le département et les 54 services centraux du ministère de la Santé, vont faire un effort et donner l'exemple à la population. C'est un acte, on recommande à tout le monde de le faire parce que le sang c'est gratuit. Et je profite pour féliciter le personnel socio-sanitaire qui, en plus de faire le travail au quotidien, contribue aussi à sauver des vies. Pour sauver une vie, il faut être soi-même plein de vie. C'est pourquoi il est important de remplir certains critères. Et avant de donner son sang, il faut être volontaire d'abord et avoir 18 ans et avoir un poids supérieur ou égal à 55 kg. Et il est conseillé quand même de manger et boire beaucoup le jour J. Il y a un médecin qui consulte, donc qui permet d'identifier tout ce qui est apte à donner du sang. C'est plus de 100 poches de sang recueillies en cette seule matinée. L'objectif pour le département est d'atteindre les 100 000 poches avant la fin de l'année contre les 69 503 en 2024. Elles sont destinées particulièrement aux femmes souffrant d'hémorragies liées à la grossesse ou à l'accouchement, aux enfants atteints d'anémie sévère, de palud ou de malnutrition, aussi les personnes qui nécessitent un traitement régulier ou à vie, comme celles atteintes de drépanocytose, d'hémophilie ou d'immunodéficience. La 31e session du comité de programme de l'IER, Institut d'économie rurale, regroupe à Bamako les chercheurs de la structure et leurs partenaires. Pendant 5 jours, les experts examineront 44 documents et feront de nouvelles propositions en termes de recherche agricole. S'agissant des résultats de la dernière campagne, ils sont jugés satisfaisants car plus de 200 000 kg de semences ont été produits et près de 20 variétés de cultures ont été inscrites au catalogue national. Plus de précisions sur l'ouverture des travaux avec Batraouri. À l'IER, Institut d'économie rurale, le comité des programmes est un rendez-vous annuel d'importance capitale. Il rassemble les chercheurs et leurs partenaires pour harmoniser les propositions régionales de recherche. Ces cadres d'échange visent aussi à examiner les nouvelles propositions de recherche et à déterminer un ordre de priorité au sein du Comité national de recherche agricole. En somme, cette rencontre fait une évaluation précise des acquis en termes de recherche scientifique. On a créé beaucoup de variétés dans plusieurs domaines. Parmi ces variétés, on a créé des hybrides également qui peuvent donner des rendements jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Et on a développé des technologies également pour lutter contre certains bioagresseurs tels que les acides, la chenille légionnaire et lutter contre les mauvaises herbes. Il y a des biopesticides que l'IER est en train de développer pour lutter contre ces bioagresseurs. Pour cette 31e session du comité de programme de l'IER qui s'étend sur 5 jours, les experts planchent sur 44 documents, dont 28 rapports et 16 propositions de recherche. L'IER a produit durant la campagne 2024-2025, pour toute culture confondue, 219 658 kg de semences, dont 20 578 kg de semences de pré-base et 77 481 kg de semences de base. L'appui aux producteurs pour la production est de 121 599 kg de semences certifiées, ainsi que l'inscription de 20 variétés et 8 hybrides au catalogue national. Outre les céréales, ces semences incluent 31 120 kg de coton en pré-base, 6 200 kg de légumineuses en pré-base et 13 380 en base. L'IER a mis au point de nouvelles variétés, des techniques culturelles et de protection phytosanitaire et environnementale. Ces performances ne cultivent pas les défis à l'IER selon son directeur général. Au nombre des difficultés, on note l'agression des terres de recherche de l'IER par des usagers, l'inondation de certaines parcelles expérimentales et la suspension de certains financements extérieurs. 36e session de l'Assemblée générale ordinaire de Kafo-Djiguinéo. L'exercice de 2024 est salutaire. L'état de la caisse, la situation du processus de digitalisation et les perspectives sont bonnes. Le point avec Abdul Karim Kaba.
C'est dans un contexte particulier que se tient la 36e session de l'Assemblée générale ordinaire de Kafo-Djiguinéo. Malgré l'exercice excédentaire, l'institution de microfinance maintient la cadence. Kafo-Djiguinéo, après 38 années d'existence, a beaucoup changé compte tenu de l'évolution de son environnement. Cette mission a été élaborée en 3 axes. Achever la stabilisation de la modernisation, adapter l'organisation et le renforcement des capacités, diversifier et sécuriser les produits et services. Avec plus de 400 000 membres, Kafo-Djiguinéo est l'institution de microfinance qui accentue sa mission au développement de l'agriculture, donc plus proche du monde rural. La poursuite et le soutien de l'économie nationale à travers l'agriculture et les diverses activités urbaines. Ainsi, grâce au volume et à la qualité de ces interventions, Kafo-Djiguinéo se positionne de plus en plus comme un partenaire incontournable du financement des activités rurales, mais aussi des activités urbaines et des activités de façon globale. Mais aussi et surtout, les équipements agricoles. Avant d'inviter les administrateurs de Kafo-Djiguinéo à la consolidation, à la rentabilité, le représentant du ministre de l'économie et des finances a salué l'apport de Kafo-Djiguinéo dans le développement de l'économie nationale. C'est dans cet esprit que le ministère de l'économie et des finances encourage vivement les initiatives innovantes telles que la digitalisation des services financiers, le financement des chaînes de valeur agricoles et l'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Kafo-Djiguinéo, en tant qu'acteur de référence, peut et doit continuer à jouer un rôle moteur dans cette dynamique. Saluer la direction générale pour les résultats obtenus en 2024, qui est une année extrêmement difficile. Mais malgré tout, si l'on voit l'évolution de l'encours qui s'est maintenu, l'encours crédit qui s'est maintenu à 45 milliards environ, et l'encours dépôt qui se situe aux environs de 46 milliards, et qu'on sort avec un résultat positif de 191 millions, il faut s'en féliciter. Comment assurer la diversification du financement à la base? Quand on dit la base, c'est le village. C'est de ça qu'il s'agit. Et du financement à la base jusqu'au sommet, au financement de l'économie nationale, c'est en assurant une articulation entre toutes ces chaînes-là que nous allons assurer un véritable développement, un développement économique diversifié, mais aussi inclusif et partagé pour l'ensemble des populations. Comme chaque année, l'Assemblée générale ordinaire est une occasion pour Kafo-Djiguinéo de récompenser les meilleures caisses. Dans l'ordre, Kadjolo, Nyena, Koumantou, Sikasso et la caisse de Bougouni. Inauguration d'un forage d'eau à Sirela, commune de Liberté d'Embaya, dans le cercle de Kaya. Ce don a été possible grâce aux efforts d'un fils de la région. Issa Diakité nous en dit plus. Un forage d'eau est désormais implanté à Sirela, village situé à 5 km de Kaya dans la commune rurale de Liberté d'Embaya. Pour le bonheur de non seulement ses habitants, mais aussi et surtout pour ceux des 9 villages aux alentours du village. Cette initiative du digne fils de la commune, colonel Tidjane Blali Keita, rapporteur de la commission santé, développement social et solidarité du CNT, vient répondre à un besoin crucial en eau potable dans cette commune. C'est juste un acte de solidarité en l'envers des siens. Voilà, moi je viens de cette commune. Le problème d'eau est vraiment crucial dans cette commune. Donc c'est ce qui m'a poussé à avoir des partenaires pour réaliser un forage dans ce village-là. C'est la direction régionale de l'INPS de Caille qui m'ont beaucoup appuyé pour avoir ce forage. Il n'y a pas que ce forage, il y a d'autres forages. Il y a d'autres partenaires qui ont accompagné tels que la CMSS, la direction des aéroports du Mali, qui ont contribué à réaliser un autre forage. Et un autre exemple, c'est à Tintiba, où une ONG a réalisé un forage pour 2 villages, mais distants d'1,5 km. Tant qu'on peut, il faut aider. Ce forage d'eau offert par le colonel Tidjane Blali Keita, membre du CNT pour le bien-être de la population de sa commune, est un exemple à suivre. Rappelons que ce sont 9 villages aux alentours de Sirela qui bénéficient de ce forage.
Je le disais, la grossesse extra-utérine est une grossesse anormale. Pour parler de cette grossesse, l'œuf fécondé s'implante hors de la cavité utérine et n'a aucune possibilité de poursuivre son développement. Elle représente 10% des grossesses au CCRF de la commune 6 du district de Bamako et son taux de mortalité représente 5% de la même structure. Parmi les causes qui provoquent la grossesse extra, il y a les infections et d'autres maladies. Focus Santé, une réalisation de Kumba Sissi et Sidi Moribo Dambili. Pour qu'une grossesse évolue normalement, le meilleur emplacement de l'œuf fécondé est dans la cavité utérine. Avant de se positionner dans cette résidence pour 9 mois, certaines circonstances font que l'œuf fécondé s'implante quelque part dans l'appareil reproductif de la femme. C'est ce qui provoque une grossesse anormale, appelée aussi grossesse extra-utérine. Il arrive pour une raison ou pour une autre, soit par un blocage ou par un ralentissement, que l'œuf s'implante en dehors de la cavité utérine. Parce que l'œuf humain, 72 heures après l'ovulation, s'implante là où elle se trouve. Généralement, c'est au niveau des trompes, dans la majeure partie des cas, mais il peut aussi s'implanter au niveau des ovaires ou bien au niveau de l'abdomen ou très généralement aussi au niveau du col de l'utérus. C'est une pathologie qui est très fréquente. Dans notre service, ça fait 10% des grossesses. Et c'est une pathologie aussi qui est grave car elle est attribuée à une très grande mortalité. Donc environ dans nos statistiques, ça fait 4 jusqu'à 5% de nos décès maternels. En dehors de la cavité utérine, l'œuf fécondé n'a aucune chance de poursuivre son développement. En ce moment, les signes d'alerte commencent. Comme c'est une grossesse, donc les premiers signes, la femme se sent enceinte. Donc elle fait un retard des règles, elle ne va pas les menstruer à la date indiquée. Et les autres signes sympathiques de grossesse, elle peut avoir des vomissements et souvent ça peut aller à la douleur qui est assez atroce par rapport à la grossesse classique, douleur au niveau du petit bassin, au niveau du dos. Puis survient des saignements qui sont anormaux. Parmi les motifs de la grossesse extra-utérine figurent les infections chez les femmes. Ce que nous avons retrouvé lors de nos recherches récentes, donc il s'agit des circonstances qui détériorent la cavité de la trompe. Et parmi ces causes, il y a bien entendu les infections génitales mal traitées ou non traitées qui évoluent, qui vont, n'est-ce pas, détériorer l'intérieur de l'utérus. En dehors de ça, il y a des causes liées au ralentissement, parce que dans la trompe, il y a des cils comme des rails qui fait coulisser l'œuf à travers la trompe. Et l'une de ces causes de ralentissement, c'est les causes hormonales. Par exemple, la pilule de lendemain, lorsqu'elle est prise de façon anarchique, peut donner cet état d'effet. Il y a les malformations, certaines malformations au niveau des trompes. Il y a les antécédents de chirurgie. Une femme qui a été opérée plusieurs fois au niveau des trompes peut être exposée à ça. Il y a bien entendu la récidive. Si une femme fait une grossesse extra-utérine, si la cause n'est pas bien traitée, elle peut naturellement être exposée à cette pathologie une seconde fois. Si la grossesse extra-utérine est diagnostiquée tôt, son traitement est simple et dans les cas contraires, il faut rapidement une intervention chirurgicale. On peut faire un traitement médical, c'est des médicaments, la femme est hospitalisée, elle ingère des médicaments qui font que l'œuf est lysé petit à petit. Mais lorsque nous arrivons à la rupture de la trompe, on a d'autres choix qu'une intervention chirurgicale. Soit on enlève carrément cette trompe, ou même si la trompe n'est pas enlevée, si elle est endommagée, on peut, n'est-ce pas, inciser la trompe par voie cystoscopie pour extraire le fœtus. La complication la plus redoutable, c'est la rupture de la trompe. Donc c'est ça la grossesse extra-utérine rompue. Cette rupture peut engendrer des hémorragies extrêmement graves
qui peut engager le pronostic maternel de la femme. Elle fait saigner la femme dans son ventre. Ça peut donner l'anémie, ça peut donner d'autres infections beaucoup plus généralisées. Quand on fait un retard des règles, on fait tout pour rencontrer un professionnel de la santé qui diagnostique la grossesse et qui diagnostique sa localisation. Et à ce moment, le plan de suivi peut être adapté. L'un des moyens de prévention de la grossesse extra-utérine est la consultation gynécologique. Au moins 2 fois par an, toutes les femmes doivent faire cette consultation pour éviter des infections qui sont l'une des causes principales de la grossesse anormale. Le gouvernement burkinabé, à travers le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, a mis en œuvre un plan national de contingence multirisque 2024-2026. C'est dans le cadre du projet Hydromet. Le plan qui vise le développement et l'amélioration des services hydrométéorologiques, climatiques et d'alerte précoce du pays et de les rendre plus accessibles aux secteurs et communautés visées. Le dispositif du dit plan est testé à travers un exercice de simulation sur table et sur terrain le 18 et 19 juin 2025 à Dédougou, en présence d'une délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre en charge de l'action humanitaire, le commandant Passouandé Pelagi Kaboré, Naba Dabiré et Hakani Pauline Bikaba pour les reportages. Ces exercices de simulation sur table et sur terrain décrivent un scénario de déplacement massif de populations suite à une attaque d'hommes armés visant des civils dans 3 villages d'une même province. Aussitôt alertés, les autorités, en collaboration avec les secours d'urgence et de réhabilitation, remontent l'information au ministre de l'Action humanitaire. Et en même temps, une réunion d'urgence se tient afin d'accueillir et porter secours aux déplacés. Ces exercices se déroulent dans le cadre du plan national multirisque face aux catastrophes et crises humanitaires. Il s'agit pour les dispositifs de mettre en place des actions de préparation, de prévention, mais aussi des actions de réponse. Quand au moins on prévient, malgré tout la crise ou la catastrophe intervient, quelles vont être les actions à mettre en œuvre pour pouvoir minimiser ces conséquences et prendre au mieux en charge les personnes qui sont affectées. Ces différents acteurs intervenant dans la mise en place du dispositif du plan national de contingence multirisques face aux catastrophes et crises humanitaires fédèrent leurs efforts et donnent une réponse efficace à une crise humanitaire simulée. Au débriefing, les résultats de cet exercice sont jugés satisfaisants. Cet exercice a mis à l'épreuve nos dispositifs de coordination interinstitutionnelle, nos mécanismes d'alerte, nos procédures de terrain et notre capacité d'intervention rapide. Nous avons observé de réelles forces à capitaliser, mais nous avons aussi identifié des axes d'amélioration. Ces simulations permettent aux autorités et leurs collaborateurs d'identifier les insuffisances du plan national 2024-2026 afin d'améliorer la stratégie de réponse en cas de survenue d'une réelle menace. La souveraineté du Niger sur les ressources de son sous-sol constitue un credo cher au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Dès lors, l'on comprend aisément la décision prise lors du dernier conseil des ministres de nationaliser la société des mines de l'Aïr Somaïr détenue par la France, un pays ouvertement hostile au Niger et soutenant allègrement le terrorisme au Sahel. C'est un commentaire signé Abdoulaye Koulibaly et Moussa Maman Magaji.
En décidant en toute souveraineté de nationaliser la société des mines de l'Aïr Somaïr, l'État du Niger rend tout simplement justice au peuple nigérien, lui dont les droits ont été spoliés pendant plus d'un demi-siècle d'exploitation éhontée d'une ressource stratégique, l'uranium, pourtant censé procurer le bonheur aux Nigériens. L'uranium nigérien devait en effet, dans l'imaginaire collectif, créer un Eldorado pour le Niger, transformant le pays en une nation prospère. Mais la réalité a été plus complexe, car l'exploitation de l'uranium a laissé des populations en situation de pauvreté et le pays est devenu pendant des années vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et dépendant de l'exportation de son uranium qui en vérité profite largement à la France où une ampoule sur 3 s'allume grâce à l'uranium du Niger, pendant que ce dernier doit faire face à d'importants défis d'approvisionnement en énergie électrique. En outre, l'extraction de l'uranium a eu des conséquences environnementales dévastatrices, notamment sur la faune, la flore et les ressources en eau du Niger. À cet égard, la ville d'Arlit est aujourd'hui un exemple de ville martyre confrontée à de nombreux défis économiques et sociaux. Son aérodrome, par exemple, censé être parmi les plus importants du pays, n'a fait l'objet d'aucun investissement majeur de la part des sociétés minières françaises, pas plus que la RTA, la route pourtant dite de l'uranium, qui, depuis de très longues années, n'a jamais bénéficié de la moindre attention de ces mêmes sociétés. L'état dans lequel se trouve aujourd'hui la RTA est suffisamment révélateur. L'action parle d'elle-même et n'a pas besoin d'être expliquée davantage. Au regard de tout ce qui précède, il n'est que normal et même légitime que l'État du Niger nationalise une société au comportement irresponsable, propriété par ailleurs de l'État français, dont l'hostilité à l'égard du Niger est bien connue et dont le soutien au terrorisme au Sahel ne fait plus l'ombre d'un doute. En agissant ainsi, l'État du Niger récupère tout simplement son dû et, ce faisant, permettra la jouissance optimale des richesses de son sous-sol par les Nigériens, en droite ligne de la politique du président Abdraman Tchani prônant notre souveraineté sur les richesses de notre sous-sol. Les épreuves de Kung Fu Wushu dans le cadre des premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel ont pris fin ce lundi par la remise des médailles. Le Mali a brillé dans cette discipline, emportant plusieurs médailles, dont 8 d'or. La compétition s'est déroulée dans la salle de basketball du Palais des Sports Salamatou Maïga, en présence du ministre en charge des Sports du Mali. Reportage Daouda Koni. Le Mali s'est classé premier avec 8 médailles en or, suivi du Burkina Faso 3 or et le Niger a occupé la 3e place avec une médaille en or. Cette consécration du Mali en Kung Fu Wushu dénote tout le travail qu'a la Fédération malienne de la discipline. Le Kung Fu au Mali, on a commencé à travailler depuis fort longtemps. Et cette préparation c'est venue juste après les Jeux africains et championnats africains au niveau à l'Égypte. Donc on était déjà dans la préparation. On n'a doute pas de la performance des athlètes. Depuis fort des années, le Mali, le Kung Fu malien monte en puissance. Les Jeux de l'Alliance des États du Sahel, le classement importe peu puisque l'objectif recherché est le brassage. Tous les pays ont gagné aujourd'hui. Et cela fait plaisir de voir toutes ces compétences, tous ces talents, toute cette expertise que nous avons au niveau de notre jeunesse et de notre milieu sportif, au niveau de l'AIS, et cela fait plaisir à voir. Et je pense que ce sont des cadres qu'il faut encourager, il faut en faire davantage. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, dans le cadre des premiers Jeux de l'AIS, de pouvoir voir cette finale de Kung Fu Wushu. Ils ont commencé depuis le matin, depuis 10h du matin, jusqu'au petit soir. Ils ont tenu les compétitions et aujourd'hui, voilà, c'est le résultat. Je pense que c'est tout le monde qui a gagné. Et cela montre aujourd'hui la force et la persévérance de cette jeunesse. La compétition de Kung Fu Wushu a duré 2 jours.
Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.